Avant notre génération, c'était presque le plein emploi. Ils étaient bien. J'ai des exemples de gens qui ont, on va dire, 5 ou 6 ans de plus que moi. Ça fait pas une énorme différence, hein. Mais qui étaient donc avant l'euro, qui sortaient de Master 1, qui avaient un emploi. Aujourd'hui, on sort d'école, on n'a que des stages. À l'époque, on avait un emploi. Et combien tu gagnes pour un stage comme ça? Pour un stage supérieur à 3 mois, à 2 mois, pardon, maintenant, ils ont baissé encore un tout petit peu. Un stage supérieur à 2 mois, l'employeur est obligé de nous rémunérer à hauteur de 70% du SMIC. Non, 30% du SMIC. Donc 400 € environ, 460 € par mois. Voilà, par mois. Et à Paris, l'exemple type, c'est la proposition de stage pour quelqu'un qui sort de Master 2, donc il y a une spécialisation. Master 2, ça veut dire 5 ans. Une spécialisation, 5 ans d'études. Donc il y a une spécialisation, on lui propose un stage on va dire de 6 mois, donc rémunéré à la limite, ou peut-être un peu plus parfois, ça dépend. Mais en plus de ça, on lui demande d'être bilingue en anglais. On nous demande beaucoup de choses finalement pour un salaire qui est pas décent, qui est vraiment pas décent. Mais tu as parlé aussi des contrats qui sont à chaque fois plus réduits. Le CDD d'une semaine. Il y a 5 ans, ça a réellement commencé avec les stages en fait. Avec la montée des stages, il y a eu ces CDD d'une semaine qui se sont multipliés. Alors crise ou pas crise, je pense qu'à un moment donné, ils ont eu besoin de faire des économies, donc ils se sont dit on va jouer un tout petit peu avec la loi. Normalement, concrètement, ils ne peuvent pas faire 2 CDD, mais ils arrivent à faire plusieurs CDD. Moi là par exemple, en ce moment, je travaille dans une boîte de communication. Ça me va très bien, je ne vais pas me plaindre parce qu'au moins j'ai trouvé du travail. Je veux dire, c'est-à-dire c'est une boîte qui fait de la promotion, de la promotion Ça n'a rien à publicitaire, voir avec... rien à voir avec mon domaine. On a l'impression de s'être fait berner parce qu'on est une génération où nos parents nous ont dit faites des études, vous serez récompensés, parce qu'eux-mêmes étaient récompensés quand ils faisaient des études. Et ceux qui n'en avaient pas fait n'étaient pas récompensés, donc quelque part ils poussaient leurs enfants à faire ça. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on est une génération de grands diplômés, parce qu'il faut dire la vérité, à l'époque il n'y avait pas autant de master, enfin de bac plus 5, il n'y en avait pas autant, il y en avait très peu. Autant de tes parents. Autant de mes parents, il y en avait très peu, ça n'avait strictement rien à voir, les gens se dirigeaient beaucoup plus tôt vers une voie professionnelle. Donc on a fait, comme nos parents nous ont dit de faire, mais aujourd'hui on s'est fait berner. As mudanças nas relações de trabalho se relacionam diretamente com outro fenômeno experimentado fortemente nos países centrais a partir do final dos anos 1980. O fenômeno de uma acelerada desindustrialização. A abertura das fronteiras à competição global permitiu o acesso às reservas mundiais de mão de obra barata, bem mais econômica que a mão de obra organizada que estes países tinham em casa. E, de repente, sem que as pessoas se dessem conta, o trem do trabalho saiu dos trilhos. On peut imaginer qu'un lieu, enfin, qu'une économie qui avait tout son équilibre à un moment donné et qui gagnait beaucoup d'argent, à un moment donné c'est fini. 5 ans plus tard c'est fini, ça a été fermé, licencié, etc. Moi j'étais dans des entreprises qui gagnaient de l'argent, des entreprises qui ont été arrêtées. J'étais dans la chimie pendant pas mal de temps, pendant 10 ans. C'était une énorme entreprise française de chimie qui a disparu, qui a été démantelée, coupée en morceaux, avec des plans sociaux, des restructurations. Donc c'est dans les années 90 que j'ai vraiment senti la bascule. J'ai vu arriver les mondes des actionnaires dans les années 90, 92, 95. Où les directeurs, moi je travaille dans une grosse entreprise internationale, les directeurs ont commencé à ne plus avoir le pouvoir sur leur entreprise. Il fallait qu'ils fassent, j'ai plus les chiffres en tête, 10, 12, 15% de marge sur les investissements. Et s'ils n'y arrivaient pas, eh bien, l'entreprise était menacée. Donc il y avait des ratios justement de financiarisation qui étaient très importants et qui remettaient en question l'entreprise elle-même.
Et j'avais vraiment l'impression, quand je travaillais dans cette entreprise, petit à petit, que même que les patrons des grandes entreprises n'avaient plus la main. Ils dirigeaient plus. Ils étaient dans un stress pas possible. Voilà. Le monde d'entreprise est en train de tuer le travailleur et la motivation du travailleur. Moi, j'ai subi les conséquences de plusieurs licenciements, alors que j'avais travaillé, mais vraiment, je m'étais investie avec ce que je pouvais, avec ma capacité, mais je ne pense pas avoir de mauvaise capacité non plus. À un moment donné, ils servent à quelque chose, à un moment donné, il n'y a plus une confiance, il y a quelque chose qui s'est passé, et hop, dehors. Maintenant, c'est terminé, quoi. C'est terminé. Et bon, moi, j'ai une vision très très négative. Je pense que le monde d'aujourd'hui, mes filles, les jeunes d'aujourd'hui, finalement, avec des jeunes qui sont très orientés sur vivre le plaisir de maintenant et zapper, bah finalement, ils sont peut-être mieux préparés que nous au monde du travail de demain. Je profite de moment, ça me convient, je donne ce que je donne, pas plus, je vais ailleurs et je zappe et je passe d'un truc à l'autre, ça m'arrange pas. Et je pense que l'engagement sera beaucoup moins fort. Je travaillais pour une société américaine, International Paper. Ensuite, je suis passé chez Billerud, les Suédois. Et un jour, les Suédois ont eu peur, les Américains ont eu peur de ce qui se passait en Europe. Ils ont eu peur de l'arrivée des socialistes avec Mitterrand en 1980. Ils ont commencé 1980. Ils m'ont proposé d'acheter l'entreprise. Les Suédois m'ont proposé de l'acheter. Alors je l'ai acheté dans des conditions extrêmement favorables et on est devenu international très vite. Comment ça s'appelait? Otor, O-T-O-R. Et on a acheté une grosse unité en Pologne, on était à Conakry en Afrique, on était en Angleterre, etc. Tout ça pendant les 80 ou 80 jusqu'à 2000. Jusqu'à 2000. Jusqu'à 2000. Ensuite, en 2000, les choses se sont assez régularisées. On a eu des difficultés avec les banques et le fonds américain Carlyle a repris ce qui avait été initialement américain, a repris le contrôle de l'entreprise de manière assez énergique. On s'est vivement discuté. Qu'est-ce que vous voulez dire par énergique? C'est-à-dire que on demandait des sécurités bancaires, des garanties bancaires trop importantes pour pouvoir continuer notre développement. Et on a accepté certains prêts qui étaient relativement défavorables. Et puis un jour... C'était combien pour cent qu'ils avaient? Oh, ils arrivaient à un peu plus de 50%. Donc c'est beaucoup, 50% pour une société où il n'y a qu'une personne. C'est beaucoup. Donc arrivé à cette situation, ils ont dit maintenant, on ne vous aime plus, on vous provisionne. Provisionne, ça veut dire qu'on considère que vous ne pourrez pas suivre, que vous serez en faillite. Et bien ma foi, ils ont fini par prendre le contrôle et puis les choses sont devenues tellement difficiles que je suis parti. Et quelle est la conclusion que vous pouvez nous donner de tous ces processus que vous avez vécus? À la réflexion, j'aurais dû m'en douter, parce que c'est assez régulier. Quand une entreprise atteint un certain niveau, c'est-à-dire quand il sort la tête de la foule des entreprises, quand il devient trop important, soit par secteur, soit d'une manière générale et autres, il est attaqué. Et vous avez ça dans le monde entier.